Le matin du 23 mai 2026, un avion de patrouille maritime P, 8 Poséidon de la marine américaine a détecté un contact sous-marin non identifié dans le golfe d'Oman à environ 12 000 marins du port iranien de Chabahar. La signature acoustique ne correspondait à aucun bâtiment dans la base de données classifiée de la marine américaine sur les profils de sous-marins russes, chinois ou iraniens. L'analyse sonar menée au cours des 6 heures suivantes a identifié le contact comme étant un sous-marin diesel électrique nord-coréen de classe Simpo, un type de bâtiment qui n'avait jamais encore été confirmé en opération à l'extérieur des eaux de l'Asie du Nord-Est. À 14h37 heure locale, le sous-marin a fait surface, et ce qui s'est produit au cours des 4 heures suivantes représente le premier transfert d'armes sous-marins confirmé entre deux États dotés de l'arme nucléaire dans l'histoire navale moderne. Les moyens de surveillance américains ont suivi toute l'opération depuis plusieurs plateformes. Des images satellites ont capté le sous-marin à la surface. Des avions de patrouille maritime ont enregistré des signatures infrarouges d'activité de l'équipage sur le pont et le renseignement d'origine électromagnétique a intercepté des communications chiffrées entre le sous-marin et des installations à Pyongyang et à Téhéran. Mais ce que ces systèmes de surveillance n'ont pas pu détecter, c'était la cargaison réelle transférée, parce que le transfert n'a pas eu lieu à la surface. Il s'est déroulé sous l'eau, dans une opération coordonnée impliquant des mini-sous-marins nord-coréens et iraniens, que les moyens américains pouvaient suivre, mais ne pouvaient pas observer directement. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que le renseignement américain croit avoir été livré, pourquoi la Corée du Nord a pris le risque de déployer un actif stratégique à des milliers de milles de chez elle, et pourquoi cette méthode de livraison change fondamentalement l'équation pour intercepter les cargaisons d'armes destinées à l'Iran. Le sous-marin nord-coréen a d'abord été détecté le 20 mai par un sous-marin d'attaque américain de classe Virginia qui menait des patrouilles de routine dans la mer d'Arabie. Le premier contact a été classé comme un possible sous-marin diesel électrique selon sa signature acoustique et son profil de propulsion. Le suivi a ensuite été transféré à des moyens de surface et à des avions de patrouille maritime pendant que le contact se déplaçait vers le nord-ouest, en direction des eaux iraniennes. Le sous-marin maintenait une profondeur d'environ 150 mètres et une vitesse de 6 nœuds. Cela correspond à un bâtiment tentant de réduire sa détection acoustique au minimum pendant la traversée de l'océan. Il n'a pas fait surface pendant les 3 jours de transit entre le point de détection et le golfe d'Oman. Cette endurance est importante parce qu'elle indique que le bâtiment fonctionnait sur batterie pendant de longues périodes. C'est un profil tactique conçu pour éviter d'être détecté par les navires de surface et les aéronefs qui s'appuient sur les signatures d'échappement des moteurs diesel pour localiser les sous-marins. Le sous-marin de classe Simpo est le bâtiment sous-marin le plus grand et le plus capable de la Corée du Nord. Il déplace environ 2000 tonnes en immersion, mesure 67 mètres de long et il est principalement conçu comme sous-marin lanceur de missiles balistiques capable de lancer des missiles balistiques depuis sous l'eau. La Corée du Nord exploite au moins un bâtiment confirmé de classe Simpo, tandis que les évaluations du renseignement suggèrent que 2 ou 3 unités supplémentaires pourraient être en construction ou récemment achevées. Cette classe a été conçue précisément pour donner à la Corée du Nord une capacité nucléaire de seconde frappe. Si les forces de missiles terrestres nord-coréennes sont détruites lors d'une attaque préventive, un sous-marin de classe Simpo en mer peut lancer des missiles balistiques en représailles. Ce rôle stratégique fait de la classe Simpo l'un des actifs militaires les plus précieux de la Corée du Nord. Le déployer dans l'océan Indien, à des milliers de milles des eaux nord-coréennes et à des centaines de milles de toute infrastructure de soutien nord-coréenne, représente un risque opérationnel extraordinaire. La Corée du Nord a pris ce risque parce que la cargaison le justifiait. Le sous-marin a fait surface à 14h37 le 23 mai, à environ 12 000 marins de Chabahar, juste à l'extérieur des eaux territoriales iraniennes, mais bien à l'intérieur de la zone économique exclusive de l'Iran. L'emplacement était délibéré, assez loin de la côte pour éviter une surveillance côtière iranienne immédiate, mais assez près pour que les moyens iraniens puissent atteindre rapidement le site. Il était aussi placé dans des eaux où les forces navales américaines opèrent avec des règles d'engagement limitées en raison de la proximité du territoire iranien.
Des images satellites ont capté le sous-marin à la surface pendant environ 4 heures. Pendant cette période, aucune cargaison visible n'a été transférée sur le pont. Pas de grue, pas d'opération de chargement, aucun mouvement externe de conteneurs ou d'équipement. Pour un observateur surveillant les flux satellites, le sous-marin semblait avoir fait surface, être resté immobile, puis avoir replongé sans mener d'opération de transfert évidente. Mais sous l'eau, l'opération était vaste. Les moyens sonars américains ont détecté plusieurs petits contacts submersibles approchant du sous-marin nord-coréen depuis la direction du port de Chabahar. Ces contacts ont été évalués comme étant des mini-sous-marins iraniens de classe Ghadir, de petits bâtiments de défense côtière que l'Iran exploite pour l'insertion de forces spéciales et les opérations clandestines. La classe Ghadir ne déplace que 120 tonnes et transporte un équipage pouvant atteindre 10 à 8 personnes. Elle n'est pas conçue pour les opérations à longue portée. Elle est conçue exactement pour ce type de mission, le transport clandestin à courte portée dans les eaux littorales. Le suivi sonar a indiqué qu'au moins 3, possiblement 4 mini-sous-marins iraniens ont rejoint le bâtiment nord-coréen pendant qu'il était à la surface. Les signatures acoustiques détectées durant le rendez-vous correspondaient à des opérations d'écoutille sous-marine, à des séquences d'égalisation de pression et à une activité de transfert mécanique. Ce qui ne pouvait pas être déterminé uniquement par le sonar, c'était la taille, le poids ou la nature de la cargaison déplacée du sous-marin nord-coréen vers les mini-sous-marins iraniens. Cette réponse est venue du renseignement électromagnétique. Un poste d'écoute de la National Security Agency américaine, la NSA, a intercepté des communications chiffrées avec une installation à Nampo, en Corée du Nord, pendant la période où le sous-marin était en surface. L'interception a été partiellement déchiffrée à l'aide de protocoles connus de communication militaire nord-coréenne. La portion lisible du message comprenait une transmission confirmant que le transfert du colis était terminé, ainsi qu'une référence à des assemblages de cœurs, dans un contexte que les analystes du renseignement ont évalué comme visant des composants d'ogives nucléaires. Une deuxième interception captée entre le commandement naval iranien et l'autorité portuaire de Chabahar comprenait des références à une cargaison spéciale et des instructions pour préparer des protocoles de réception en salle blanche dans une installation située à l'intérieur des terres. Les protocoles de salle blanche ne sont pas une procédure standard pour les armes conventionnelles ou le matériel militaire. Ils sont une procédure standard pour manipuler du matériel fissile et des composants nucléaires de précision qui ne peuvent tolérer aucune contamination. L'évaluation combinée des images satellites, du suivi sonar et des interceptions de signaux a mené le renseignement américain à une seule conclusion. La Corée du Nord a livré à l'Iran des cœurs d'ogive au plutonium préassemblé par transfert sous-marin à l'aide d'un sous-marin stratégique lanceur de missiles balistiques. Restez avec moi. Parce que ce qui rend cette méthode de livraison si dangereuse, ce n'est pas seulement ce qui a été transféré. C'est aussi le fait qu'elle ne peut pas être détectée ni interceptée de façon fiable avec les capacités navales américaines actuelles. Et ce trou dans la couverture est ce qui fait de la prolifération d'armes par sous-marin le scénario cauchemardesque que tous les stratèges de la non-prolifération dénoncent depuis 2 décennies. Les cœurs d'ogive au plutonium, aussi appelés PIT en anglais, sont le cœur fissile d'une arme nucléaire. Ce sont des sphères de plutonium de qualité militaire, pesant généralement entre 4 et 6 kg, usinées avec précision selon des tolérances mesurées en microns. Lorsqu'il est comprimé par des explosifs conventionnels au moment de la détonation, le plutonium atteint la masse critique et déclenche une réaction nucléaire en chaîne. Le PIT est le composant qui transforme un dispositif nucléaire en arme nucléaire. La fabrication de PIT au plutonium exige du plutonium produit par réacteur, de l'équipement d'usinage de précision et une expertise dans la manipulation de l'une des substances les plus toxiques sur Terre. L'Iran dispose de stocks d'uranium enrichi, de conception d'ogive et d'une capacité d'assemblage. Mais l'Iran ne dispose pas de plutonium de pureté militaire. En produire exige un réacteur de production de plutonium et des installations de retraitement que l'Iran n'exploite pas actuellement. La Corée du Nord possède les deux, et la Corée du Nord produit du plutonium depuis les années 1980. Les estimations actuelles situent le stock nord-coréen de plutonium de qualité militaire entre 50 et 70 kg, assez pour 10 à 14 armes nucléaires.
Si la Corée du Nord a transféré ne serait-ce que 3 ou 4 pits au plutonium préassemblé à l'Iran, cela représente une capacité que l'Iran ne pourrait pas reproduire sur son territoire avant des années. Les ogives au plutonium offrent aussi un avantage stratégique précis par rapport au modèle à l'uranium. Les pis au plutonium sont plus petits, plus légers et produisent des rendements plus élevés pour le même poids de matériel fissile. Une ogive à l'uranium pourrait peser de 400 à 500 kg et produire une puissance de 15 kilotonnes. Une ogive au plutonium peut peser 200 kg et produire une puissance de 50 kilotonnes. Pour un pays qui tente d'installer des ogives sur des lanceurs de missiles mobiles soumis à des contraintes de poids, le plutonium est l'option supérieure. Si la Corée du Nord a livré des pits au plutonium à l'Iran, l'Iran vient d'acquérir le matériel fissile le plus avancé disponible pour des armes nucléaires. Et l'Iran l'a acquis dans une forme qui exige un travail supplémentaire minimal. Un pis préassemblé peut être intégré dans un assemblage d'ogives en quelques jours si les autres composants, les lentilles explosives, les initiateurs et l'électronique sont déjà préparés. Maintenant, voici pourquoi la méthode de livraison est si importante. Tous les transferts d'armes précédents vers l'Iran, par cargo, avion ou camion, ont pu être détectés par satellite, radar ou renseignement électromagnétique. Les cargos peuvent être suivis à travers les océans. Les avions peuvent être surveillés par radar, les convois terrestres peuvent être photographiés depuis l'orbite. Les États-Unis ont démontré leur capacité à localiser et, dans certains cas, à détruire ces cargaisons. Mais un sous-marin opérant sous l'eau est presque indétectable par satellite. Le radar à synthèse d'ouverture ne peut pas pénétrer l'eau. L'imagerie optique ne peut pas voir sous la surface. Les capteurs infrarouges détectent les signatures thermiques, mais un sous-marin immergé en profondeur ne génère aucune signature thermique visible depuis l'orbite. La seule façon de suivre un sous-marin est le sonar. Et le sonar exige soit un autre sous-marin, soit des avions spécialisés de patrouille maritime opérant à proximité de la cible. L'océan Indien est immense. Un sous-marin qui se déplace lentement sur batterie produit une signature acoustique si faible qu'elle ne peut être détectée qu'à quelques milles de distance, dans des conditions idéales. Ces conditions idéales, soit une mer calme, l'absence de trafic marchand et des couches optimales de température de l'eau sont rares. La plupart du temps, un sous-marin diesel électrique en mode silencieux est effectivement invisible, à moins de savoir exactement où chercher. La Corée du Nord a démontré qu'une livraison stratégique d'armes peut être menée entièrement sous l'eau, avec une cargaison jamais exposée à la surveillance satellite et achevée dans un délai trop court pour que les forces navales américaines puissent réagir, même lorsque le sous-marin est détecté. Le sous-marin nord-coréen a été suivi pendant 3 jours. La marine américaine savait qu'il était là, mais au moment où les moyens de surface pouvaient être positionnés pour intercepter ou observer le transfert, l'opération était déjà terminée. Cette capacité change la donne. Si la Corée du Nord ou tout autre fournisseur peut livrer de façon fiable du matériel fissile de qualité militaire par sous-marin, tout le cadre d'application des sanctions et d'interdiction des armes devient inapplicable. On ne peut pas arraisonner un sous-marin en eaux internationales. On ne peut pas inspecter une cargaison transférée à 50 mètres sous la surface. Et on ne peut pas intercepter une livraison complétée en 4 heures dans une zone côtière où les forces américaines opèrent sous contrainte politique. Le calcul stratégique à Pyongyang est simple. Kim Jong-un est prêt à déployer l'un des actifs militaires les plus précieux de la Corée du Nord dans une mission à haut risque à des milliers de milles de chez lui parce que le rendement justifie l'investissement. La Corée du Nord recevrait plus de 200 millions de dollars américains pour cette livraison. C'est de la devise forte qui permet à l'économie nord-coréenne de fonctionner sous le régime de sanctions le plus complet de la planète. Mais le calcul n'est pas seulement financier. Chaque pit au plutonium que la Corée du Nord livre à l'Iran augmente la probabilité que l'Iran obtienne un arsenal nucléaire fonctionnel malgré les frappes militaires américaines, malgré les opérations israéliennes, malgré les sanctions internationales. Et un Iran doté de l'arme nucléaire crée un environnement stratégique au Moyen-Orient
où la projection de forces américaines est limitée de façon permanente. Ce résultat avantage la Corée du Nord en gardant l'attention militaire américaine concentrée sur le Moyen-Orient plutôt que sur la péninsule coréenne. La Corée du Nord exploite ses capacités nucléaires pour remodeler les équilibres de puissance mondiaux. Et la livraison par sous-marin démontre que Pyongyang possède à la fois la volonté et la capacité d'exporter une technologie d'armes nucléaires d'une manière que les contre-mesures américaines actuelles ne peuvent pas empêcher. Les mini-sous-marins iraniens sont retournés au port de Chabahar environ 90 minutes après que le sous-marin nord-coréen a replongé et quitté la zone. L'imagerie thermique satellite a détecté une activité accrue dans une installation située à 40 km à l'intérieur des terres depuis Chabahar, dans les 6 heures suivant l'accostage des mini-sous-marins. L'installation correspond au profil d'un site de stockage renforcé doté de contrôles environnementaux adaptés à la manipulation de matériel fissile. L'évaluation du renseignement suggère que les pits au plutonium transférés sont maintenant en stockage sécurisé, en attente d'intégration dans des assemblages d'ogives à la principale installation d'assemblage de l'Iran. Il s'agirait très probablement du site d'Alborz qui a récemment reçu de l'équipement de remplacement russe. Si ce calendrier tient, l'Iran pourrait disposer d'ogives nucléaires au plutonium opérationnel d'ici 2 à 3 semaines. La marine américaine a continué de suivre le sous-marin nord-coréen lorsqu'il a quitté le golfe d'Oman et s'est dirigé vers le sud-est, dans la mer d'Arabie. Le contact a été perdu le 25 mai, à environ 600 000 marins au sud du sous-continent indien. Le sous-marin est évalué comme étant en route vers les eaux nord-coréennes par un trajet qui traverse l'océan Indien, passe par l'archipel indonésien et franchit la mer de Chine méridionale. Ce retour prendra environ 3 semaines et rien n'indique que le sous-marin sera intercepté. Les États-Unis n'attaqueront pas un actif stratégique nord-coréen en eaux internationales, hors d'une zone de guerre active. Le risque de déclencher un conflit dans la péninsule coréenne au sujet d'un sous-marin qui a déjà accompli sa mission est inacceptable. Le sous-marin nord-coréen rentrera chez lui. Les pits au plutonium sont en Iran et le précédent est établi. La prolifération d'armes par sous-marin n'est plus théorique. Elle est opérationnelle. Le 23 mai 2026, un sous-marin nord-coréen, lanceur de missiles balistiques de classe Sinpo, a fait surface à 12 000 marins de Chabahar, en Iran. Le sous-marin a mené une opération de transfert sous-marin avec des mini-sous-marins iraniens de classe Gadir. Le sonar américain a détecté le transfert, mais n'a pas pu observer directement la cargaison. Des interceptions de renseignements électromagnétiques ont confirmé des références à des assemblages de cœurs et à des protocoles de salles blanches. Évaluation du renseignement, la Corée du Nord a livré à l'Iran des cœurs d'ogive au plutonium préassemblés. Les pits au plutonium sont le cœur fissile des armes nucléaires. L'Iran ne peut pas les produire sur son territoire. La Corée du Nord possède des stocks. Le transfert a été complété en 4 heures. La cargaison n'a jamais été visible par satellite. Le sous-marin est reparti et retourne en Corée du Nord. C'est le premier transfert confirmé de composants d'armes nucléaires par sous-marin dans l'histoire moderne. Et cela démontre que les capacités actuelles d'interdiction américaine ne peuvent pas empêcher les livraisons d'armes sous-marines.